C'est pas un métier, médecin. C'est quoi? Une espèce de malédiction. Quoi de neuf aujourd'hui, docteur? Mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés. Voix de médecin, le podcast de témoignages de What's Up Doc qui vous emmène dans l'intimité de l'exercice médical. En psy, on est obligé de faire certains bilans bio et certaines imageries cérébrales. Mais sinon, le scanner, c'est nous, c'est nos yeux, c'est nos oreilles. Et à nous de déchiffrer quel est le symptôme qui se cache derrière cet acte du quotidien. Odile Amiot est psychiatre depuis 13 ans en région parisienne. Elle exerce désormais au CMP de Boulogne-Billancourt, où nous l'avons rencontrée. Bonjour, j'ai rendez-vous avec le docteur Amiot. Avec moi. Ah bah, c'est moi. Pour parler bien du rapport au corps, de l'équilibre vie pro, vie perso, et de patients qui vont bien. J'ai aucun médecin dans la famille, donc c'était pas une vocation. Enfant, je me suis jamais dit que j'allais faire médecine. J'avais un profil plutôt scientifique scolairement, mais je pense que je me doutais que je me tournerais vers les métiers du soin à la personne. J'ai choisi une fac de médecine où la science humaine avait un coef important. La faculté de Bichat à Paris. Et puis j'ai suivi le cursus de manière assez linéaire, ne sachant pas trop encore vers quelle discipline j'avais envie de me tourner. Je suis passée en stage de psychiatrie en tant qu'externe à l'hôpital Bichat, dans le service du professeur Lejoyeux. Ça a été une vraie découverte. Et je me souviens très bien qu'à la fin de mon externat, il m'a demandé « Alors, est-ce que tu vas te tourner vers la psychiatrie ?» Et je dis « Bah non, parce que c'est super, c'est absolument incroyable ce que vous faites, mais on ne guérit pas les gens. » Je croyais encore à ce moment-là que les médecins guérissaient vraiment leurs patients. Puis après, je suis passée dans d'autres stages. Je suis passée en diabétologie. J'étais obligée de constater qu'on ne guérissait pas non plus les gens en diabétologie. Je suis passée dans un service de greffé pulmonaire. Je suis passée dans plein de services. Et donc, j'ai vraiment réalisé qu'en fait, travailler à l'hôpital public, c'était plus accompagner les gens que les guérir à proprement parler. Et donc, au moment de l'internat, quand il a fallu faire un choix, j'ai réfléchi à dans quel stage je m'étais sentie utile, dans quel stage je me voyais vraiment faire un parcours auprès des patients. Et là, la psychiatrie a évidemment trouvé sa place. Et puis, sans se mentir aussi, l'internat de psychiatrie est un internat aussi plutôt agréable quand on voit aussi certains internats comme la pédiatrie, l'obstétrique, la chirurgie qui peuvent être extrêmement prenants avec énormément de garde et des horaires très très lourds. C'était aussi un moment de ma vie où dans ma vie personnelle j'avais envie d'accomplir d'autres choses et de ne pas me sentir complètement submergée par un internat trop lourd à tenir. Bon, comment allez-vous? J'ai dormi un petit peu. Ouais. J'ai les enfants qui sont toujours malades. Donc les nuits et les journées sont très agitées. Alors pourquoi vous dormez pas du tout? C'est les petits qui pleurent ou c'est vous qui... En fait, c'est toujours les mêmes angoisses. Ouais. Vous le prenez le somnifère ou pas? Oui. Parce que comment ça se passe en pratique? Parce que les enfants, vous êtes tous dans un studio, donc oui. Il n'y a que des matelas au sol. Il y a 3 matelas au sol. Voilà. Donc les filles, elles se couchent vers quelle heure? Je les couche. J'imagine que vous éteignez... Oui, vous éteignez éteignez tous en même temps. Donc tout le monde se couche à quelle heure? 20h, 20h30 gros maximum. D'accord, donc vous aussi? Non. Vous faites comment? Je suis assise, je berce le bébé. Ouais. Et le petit, celui de 3 ans, est à côté de moi. Et mes 2 filles sont sur un matelas. C'est quoi? C'est des difficultés à s'endormir? Ou c'est des réveils au milieu de la nuit et là, après, on n'arrive plus à s'endormir? C'est les deux. La psychiatrie est une discipline particulièrement vaste, de par l'âge de nos patients, c'est-à-dire on peut spécialiser en pédopsychiatrie, comme on peut spécialiser en psychiatrie du sujet âgé. Je pense que c'est important de se rappeler qu'on est médecin, c'est quand même une pathologie d'organes, il s'agit du cerveau qui est quand même l'organe le plus complexe du corps humain, donc il y a tout un côté recherche qui existe en psychiatrie, qui est souvent oublié, et on a aussi une discipline qui est extrêmement clinique, donc avec une sémiologie très riche. Je pense que c'est une discipline effectivement où chacun peut y trouver un peu son compte. On est dans l'aide à l'autre, dans l'accompagnement, on est dans une posture de médecin où on a une expertise médicale, on a des prises en charge médicamenteuses et en plus de ça, on peut avoir un bagage psychothérapique humain extrêmement riche et important. Comment ça se passe avec monsieur? Il continue de venir de temps en temps Oui. Il passe prendre la douche? Oui. Donc il passe tous les jours? Vous le voyez quand même tous les jours? Non, je le croise. Vous descendez? Oui, non, je ne veux pas discuter. Vous descendez quand il vient? D'accord. Non, c'est... Et donc il n'y a plus eu de violence? Non, plus du tout.
Du coup, il dort pas au domicile. Donc, après, pour la douche, je peux pas lui dire de pas rentrer, quoi. Donc, quand il rentre, moi, je sors. Comme ça évite que je me fasse encore mal insulter, maltraiter. Moi, je peux rien sur votre situation sociale. Hein. Oui, Ça, on a fait tout ce qu'on pouvait comme courrier, comme demande d'aide, Oui, je sais, merci. pour les gardes d'enfants, pour le logement. Mais par contre, ce qu'on peut, c'est éviter que vous soyez tout le temps isolé, tout le temps seul à la maison. Et puis rencontrer des gens, parler, passer aussi des moments agréables. Alléger un peu le quotidien. Et vous savez que c'est possible de faire plus d'activités au rez-de-chaussée. Il y a quand même le CATTP. CATTP, c'est le centre d'activité à temps partiel. D'accord. Donc vous pouvez venir ponctuellement, vous engager par exemple une activité dans la semaine, et ça permet de ne pas être isolé tout le temps, de sortir de chez vous, de voir d'autres personnes, et d'avoir une activité qui... Groupe. Bah oui, je sais, mais peut-être on y arrivera à force d'être en groupe. Et finalement, par rapport à d'autres disciplines somatiques où il y a énormément d'examens complémentaires, biologiques, d'imagerie, d'échographie, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Hein. Si, on est obligé de faire certains bilans bio et certaines imageries cérébrales, hein, surtout au moment du premier épisode. Mais sinon, le scanner, c'est nous, c'est nos yeux, c'est nos oreilles. C'est à nous d'aller explorer et de chercher à travers nos questions, nos interrogatoires, comment comprendre un peu le tableau complet du patient. Il faut aussi savoir déchiffrer dans le discours un peu banal, ordinaire de nos patients qui, eux, ont envie de nous raconter leur vie. Ils n'ont pas envie de nous apporter des mots-clés, hein. Ils ont envie de nous raconter leur quotidien. Et à nous de déchiffrer quel est le symptôme qui se cache derrière cet acte du quotidien. Ça rend l'écoute très active et très fine, en fait. Bon, mais moi, je ne veux pas vous assommer de drogue, ne serait-ce que parce que vous avez le bébé à prendre en charge. Hein. Je ne peux pas me permettre de vous mettre dans un sommeil trop profond s'il y a les petits loups à côté. Si vous arrivez à vous endormir spontanément, c'est mieux de le faire sans l'Imovan. Sachant qu'on a l'antidépresseur qui, lui, joue sur le moral et sur le fond anxieux. Et après, on va travailler pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place contre les états de stress aigus. Bon, sachant que j'ai bien entendu qu'il ne fallait pas que ce soit du groupe pour l'instant. Je suis pas à l'aise. En fait, c'est moi. Mais bien sûr. Et puis j'ai envie de dire, bon, il y a le trouble anxio-dépressif là, mais il y a quand même eu 2 grossesses consécutives là. Donc le rapport au corps, il a aussi été un petit peu changé. Il faut vous retrouviez vous aussi dans votre corps. Ah oui, parce que je suis pas dessus. Ouais. Bon. Merci. Je vous donne ça. Merci. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Pendant l'externat, du coup, au tout début des études, je me souviens qu'on était donc un petit groupe d'externes, hein, on suivait notre interne ou notre chef de clinique dans différents services. Il nous montrait un peu comment examiner les patients. Moi, je me souviens avoir ressenti le côté un peu intrusif, de débarquer comme ça à 4-5 dans la pièce de quelqu'un qui était quand même fatigué ou algique, ou enfin bon voilà, pour effectivement regarder comment notre chef pouvait le palper, le sculpter. Alors bien sûr, c'est indispensable. Je veux dire, on ne peut pas devenir médecin sans soi-même expérimenter ces choses-là. Et quelque part, les patients, on leur explique, et ils le savent, quand on est dans un hôpital universitaire, il va y avoir des étudiants. Et puis après, on voit des choses quand même qui peuvent aussi être choquantes. On passe en dermato, on peut voir des lésions cutanées très marquantes. C'est un rapport qui bouleverse, en fait. Hein. C'est le corps de l'autre. Moi, j'étais très, très prise par la question de la douleur chez l'autre. Quand on a des gestes techniques à apprendre, faire une ponction d'acide, une ponction lombaire, donc on doit réussir, c'est un enjeu pour le patient. Je veux dire, je manquais terriblement de confiance, donc je me mettais d'autant plus la pression, quoi. C'est celle qui m'a sorti. C'est le modèle biopsychosocial. Donc Édouard, c'est ce patient atteint de schizophrénie, qui est artiste peintre par ailleurs, qui souffre donc d'une schizophrénie assez symptomatique et sévère, et d'un TDAH, mais dont on pense que nous, il est plutôt dans l'abus de substances de Concerta. Et l'addiction multiple. Alors c'est un ancien toxicomane, sevré, effectivement substitué et tout, donc effectivement il a un profil très addictif de base.
Je pense que j'étais très lucide sur ce que je pouvais ou pouvais pas faire, et en même temps d'autres collègues de promo qui étaient très lucides sur le fait qu'ils pouvaient ne pas aimer être en salle, discuter avec les patients, qu'eux ils avaient envie d'être dans le geste. Donc je crois que j'ai eu la chance d'avoir des camarades de promo avec qui on a fait plein d'échanges, où je faisais les observations d'entrée complètes, les antécédents, et ils faisaient la ponction lombaire, alors en tout cas pour le bloc c'était certain. Moi j'ai sali trop de tenues stériles, je n'étais plus bienvenue au bloc, mais je faisais le bonheur de mon collègue qui, lui, adorait aller au bloc et qui y a passé des heures. Donc, moi, j'ai passé des super années de médecine. Enfin, j'ai adoré mes études. Bien sûr que le concours de P1, c'est un moment plus que studieux, la préparation de l'internat aussi, mais je trouve qu'il y a une ambiance, une confraternalité. Enfin, voilà, c'était des super années fac. Je pense qu'on a aussi tous compté là-dessus pour trouver notre voie. Il a très hâte de me voir parce qu'il va me réclamer du baclofen. Oui. Oh oui. Donc je vais me garder ça pour la fin de la consulte parce que c'est ma seule marge de négociation, que je ne manie pas très bien le baclofen. Je suis pas du tout expert. C'est une cata quand ça s'arrête, quand c'est arrêté brutalement. Ils sont régulièrement en réa. Il en a déjà pris, je crois, du baclofen. Oui, il en a déjà eu. Il a été suivi au XAPA pendant des années. Il a commencé son parcours de schizophrénie avec surtout un parcours de polyaddiction. Tu vois pas du tout le sens du baclofen. Surtout, il faut augmenter le cocktail. Ça demande. Il n'a parlé que de ça quand on a été le voir à domicile. Je pense que c'est un point d'appui pour changer le reste, surtout. Il a en plus, le baclofen, pour que ça ait une efficacité, il faut des doses importantes, un nombre de comprimés assez conséquent. C'est des dizaines. Alors, moi, mon il y a idée, quand même c'est des de le risques raccrocher au d'oxydation XAPA pour aussi, ça. Lui avec dire le que moi, je ne sais baclofen, pas manier le baclofen et que ça, c'est le boulot du XAPA, de la dictologue. Absolument. C'est sûr, ça serait top. Mais il n'aura pas de place. Absolument. Oh, Bah, peut-être un XAPA dans Paris qui... Attends, en tout cas pas sur Boulogne. Tu peux pas lui vendre un dosage quand même avant d'introduire tout ça. Que quelqu'un l'emmène Le dosage de la clozapine, Bah ouais. pour savoir combien il en prend pour de vrai. Alors, Alors, dans les services de psychiatrie, on a peu d'examens cliniques. Je dirais pas qu'on n'en a pas. Il y a quand même une grande règle en psychiatrie, c'est que ce n'est pas psychiatrique tant qu'on n'a pas éliminé une cause somatique. Donc, on ne peut pas oublier tout ce qu'on a appris en somatique. Après, moi, dans ma place aujourd'hui en consultation, dans un CMP, je ne touche très peu mes patients, encore plus depuis le Covid où on ne serre plus trop la main. Donc vraiment un rapport au corps qui est distancié. Maintenant, ça ne veut pas dire que je ne les regarde pas. À nous, Edouard. Merci. Tenez, c'est vous. C'est pour me le montrer. Non, c'est vous. Pour me l'offrir. Oui, je vous assure, je tenais à le faire. Bon, bah dis donc, mon bureau va devenir un lieu d'exposition. Ouais. Vous aimez bien? Bah oui. Et alors, est-ce que y a alors, quelque il y a chose... écrit Love, L-O-V-E, amour, en boucle, en boucle, en boucle. Et ça c'est pour ma 3e expo. Bah dis donc. Ouais, donc je la prépare. Très bien. Par contre, je vous parlais, écoutez... on commence le rendez-vous médical? Oui, on commence le D'accord. rendez-vous Vous médical. savez, un peu, j'aimerais bien vous quand même mettre ça en bonnet du forme, bien signé derrière et tout. À vous. Voilà. Bah merci. Je vous en prie. Bon, je le pose là temporairement. Les médicaments peuvent avoir des effets secondaires qui peuvent se manifester dans leur marche, dans leur posture. Ce sont des patients qui, malheureusement, sont très stigmatisés et ont souvent des soins somatiques qui ne sont pas à la hauteur, soit parce qu'eux-mêmes ne pensent pas à consulter, soit parce que quand on est schizophrène et qu'on arrive aux urgences, on a vite fait de nous dire bah, celui-là, il est schizophrène, il dit n'importe quoi, il ressort, sans avoir eu un examen clinique complet. Alors, on a beaucoup de choses à discuter quand même sur le plan médical. Ouais. Moi, j'ai été quand même très inquiète, Edouard, parce qu'on m'a décrit que ces dernières semaines, vous étiez très replié à la maison, que... Je travaille, je prépare... que l'appart était... Non, le là-bas, il est bien rangé. Là. Mais dans un atelier, c'est toujours un peu... C'est bon signe, c'est qu'il se passe des choses, que je suis en création. Oui, alors on dit aussi souvent que l'appartement est dans le même état que ce qu'il y a à l'intérieur de la tête. Il y a eu des passages infirmiers, je pense, qui ont été compliqués, Edouard, non? Non, c'est jamais compliqué, elles sont adorables. C'est que des fois, c'était un peu, très mal rangé. Il y a eu des moments où il y a eu beaucoup de consommation d'alcool. Oui, je voudrais du baclofen d'ailleurs pour régler ça, parce que à chaque fois ça a marché très bien et j'ai arrêté de boire très rapidement. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous mettiez à consommer autant de bière à la maison? C'est que j'ai des voisins du dessus, il y en a que ça a rendu très jaloux et ils me disent des trucs très méchants. Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils sont jaloux? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils me disent que les juifs sont des scatophiles, des nazis et des escrocs. C'est ce qu'on peut dire de pire à des juifs. Mais donc ils viennent frapper à votre porte? Non, mais je les entends, on entend quand ils parlent. Vous les fort. entendez? Ouais, ils sont malades, je veux dire. Ouais, donc vous entendez les voix de vos voisins à travers les murs, vous critiquez. C'est ça, mais là je peux faire avec. C'est juste ça, qu'au ça niveau peut du pas être concertage, une ça m'aide hallucination? tellement. Non, je fais la différence.
Ouais, c'est-à-dire les hallucinations, elles disent quoi? J'ai un patient, là, je venais d'arriver ici, qui est allé aux urgences pour un mal de ventre, un patient schizophrène, stabilisé dans son état, c'est-à-dire avec des propos délirants enquistés, pas en crise, mais il vivait avec un certain nombre de propos délirants, ce qui rend l'interrogatoire pour des somaticiens extrêmement compliqué, parce qu'eux, ils ne savent pas quel est son état de base, et déchiffrer un petit peu la plainte du patient au milieu de tous ces propos délirants. Mais cependant, ce patient, il est arrivé avec un courrier de son médecin généraliste. Et ce patient, il a été renvoyé chez lui, à son domicile, le soir même. J'ai récupéré le compte-rendu dans lequel il y a juste écrit plainte digestive d'un patient schizophrène, retour à domicile. Et le patient est décédé. 24-48 heures plus tard, effectivement, de quelque chose de digestif. Donc la famille a évidemment demandé l'autopsie et tout ça. Donc ça, c'est un exemple tragique. Compliqué, j'entends, pour les somaticiens, bien qu'il venait avec un courrier, donc peut-être qu'il aurait nécessité des examens complémentaires. Voilà, on ne peut pas toujours se fier au discours de nos patients. Alors quand il s'agit du somatique, je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire les bilans, faire les examens, échographie, radio, tout scanner, tout ce qui peut nous aider à surtout ne pas passer à côté de quelque chose de somatique. Je dois rester attentive à leur corps. Alors votre famille a quand même été très inquiète sur la capacité de vivre en autonomie dans le studio sans vous mettre en danger. Mais quel danger? Quand vous êtes alcoolisé et que ça va pas... Ah, c'est pour ça que je demande du baclofène, oui, il faut que ça s'arrête. Vous avez pu dire, je crois que vous jetiez les bouteilles de bière par le balcon en disant, c'est en attendant de me jeter moi-même. Non, j'ai jamais dit ça. C'est vrai? J'ai jamais dit ça. Je crois que la famille avait hyper peur qu'il vous arrive quelque chose. J'ai jamais dit ça, c'est vraiment pas sympa. Ouais. Ah bah c'est pas contre vous, Edouard, c'est au contraire. Non mais imaginez des trucs pareils, j'ai jamais dit ça. Ouais. Vous avez déjà fait dans le passé des tentatives de suicide? Il y a longtemps, j'en ai eu une, oui, mais c'est plus du tout à l'ordre du jour. Là, je prépare mon expo. Ouais. C'est là où nous, on essaye d'être le plus utile possible. Je comprends. Pour que vous puissiez créer et vivre de votre peinture. Mais vous ne pourrez pas être bon dans la peinture si vous n'êtes pas bien. Parce que je me tue à vous dire, c'est que si j'arrivais à ce que mon cerveau ne soit pas en effervescence, parce que j'ai pas assez de traitement, mais plutôt en arborescence comme j'ai l'habitude avec des idées intelligentes, et ça irait beaucoup mieux. On est déjà à des doses archi-max de Concerta, ça vous le savez, Moi j'ai peur pour votre cœur. J'ai été très chanceuse pendant mon internat parce que j'ai été peu confrontée à la mort. C'est surprenant pour 4 ans passés à l'hôpital public, ou alors, je sais pas, c'est moi qui voulais pas voir, ou parce que j'ai fait des stages en réanimation, j'ai fait des stages en cardiologie, donc il y a bien dû en avoir. Peut-être que c'est moi qui me préservais et qui rentrais pas dans les chambres à ce moment-là, qui gardais une certaine distance. Après, je pense qu'effectivement, il faut aussi avoir en tête qu'en psychiatrie, on sera évidemment confronté à la mort, alors moins souvent qu'en réanimation, c'est une évidence, et qu'on peut pas toujours l'éviter. J'ai connu divers décès dans l'unité d'hospitalisation. L'overdose d'un jeune qui s'était fait procurer des toxiques par des petits copains qui avaient des autorisations de permission et qui a fait l'overdose dans sa chambre, qui a été retrouvé par l'infirmière lors du passage de fin d'après-midi. Donc ça, c'était vraiment terrible comme sentiment de ne pas avoir pu le protéger suffisamment. On se dit pas qu'à l'hôpital, c'est là qu'il va faire son overdose. Et en même temps, l'hôpital, c'est pas une prison. On fouille pas les gens quand ils rentrent, quand ils sortent. On peut pas tout contrôler, même si on est d'une vigilance extrême. Et je me souviens particulièrement du cas d'un suicide d'un patient qui effectivement présentait un état dépressif sévère, qu'on suivait à plusieurs pour qu'il soit vu de manière régulière. Je me souviens avoir sollicité ma chef le vendredi soir disant « faut vraiment que tu le vois, je suis pas sereine ». Et elle me disait « écoute, c'est moi qui suis d'astreinte samedi matin, ça tombe bien, je serai là aussi ». Donc vraiment le sentiment qu'on était conscient de la sévérité de la situation et que toute l'équipe était mobilisée. Le patient nous tenait des propos presque rassurant en disant « mais oui, je suis très suicidaire, mais vous inquiétez pas, je ferai pas ça ici, je vous ferai pas ça à vous ». Et le lendemain, on l'a retrouvé pendu à la poignée de porte avec son écharpe, en fait. Et ça a été un gros choc pour tous. Forcément, on se demande si on a tout fait, si on aurait pu faire plus, si...
on se remet en question. On parle beaucoup, on débriefe. Bien sûr, on a des réunions pour reprendre ça en équipe, des réunions de soutien, où effectivement, je pense que on essaye de revoir tout ce qu'on a fait et surtout de ne pas se culpabiliser, de ne pas chercher le tort de qui que ce soit. Je pense que dans les équipes, tout le monde fait de son mieux. On peut passer à côté d'un signe, de quelque chose qu'on n'aurait pas vu, mais encore une fois, on n'est pas tout puissant, on ne peut pas tout éviter, on ne peut pas prédire les actes de nos patients. Donc oui, on débriefe beaucoup, on parle beaucoup. Moi, j'étais accusée d'avoir des réunions trop longues, mais parce que c'est fondamental, en fait. C'est un partage d'informations qui est fondamental. Moi, j'ai travaillé 10 ans en unité d'hospitalisation avant de décider de faire un virage 100% consultation. J'avais acquis beaucoup d'expérience. Je pense que c'est fondamental de rester plusieurs années à l'hôpital pour se former et quand même acquérir un certain nombre de compétences. Mais j'avais envie de diversifier ma manière de pratiquer la psychiatrie, d'accompagner mes patients. Et ça, je pense, c'est le plus grand changement. Je suis passée d'une prise en charge de la crise où c'est finalement le médecin qui a un regard assez paternaliste sur ce qu'il faut faire pour aller mieux parce que le patient, il n'est pas en état à ce moment-là de consentir ou de comprendre ce qui se passe pour lui et de comprendre finalement quels sont les meilleurs soins pour lui, à un état où j'accompagne complètement mes patients dans leur quotidien, dans leur souffrance, dans leur démarche. Ça, c'est la grande chance de travailler en consultation, c'est qu'on a l'opportunité de voir des patients qui vont bien, qu'on a connus peut-être à des moments où ils n'allaient pas bien, ou qu'on récupère en sortie d'hospitalisation, et qu'on voit, qu'on accompagne jusqu'à ce qu'ils aillent bien. Et oui, j'ai cette grande chance, c'est que sur une grande partie de ma journée, je vois des patients qui vont bien et qui viennent me dire que ça continue d'aller bien. Alors, comment allez-vous ? Ça va. Ouais, ça va là. Donc l'arrêt du traitement se passe bien. Ça va pour le moment, je vous dis ça chaque fois, pour le moment, ça va. Pour le moment, voilà, ça va, finalement, ça va faire 3 ans qu'on se connaît et que vous avez des semaines bien remplies maintenant. Ouais. On ne peut plus du tout parler d'isolement, là, vous sortez quasiment tous les jours. Ah oui, je sors tous les jours, tout à fait. D'accord, comment va la famille, vous avez des nouvelles ? Ça va, en Israël, ça va. Ils viennent en avril. Voilà. Je vous laisse mettre votre adresse et tout. J'ai eu ma fille qui m'a dit qu'elle viendrait sur Paris au moment des vacances de Pâques et qu'on essaierait de se revoir avec mes petits-enfants. Ça fait 10 ans que c'est pas vu. Donc je suis très contente. Bon. Et un peu angoissée en même temps, quoi. J'ai des très beaux souvenirs de patients qui peuvent revenir et dire effectivement qu'on a servi, qu'on leur a sauvé la vie, qui traversaient une période de dépression où pour eux tout était fini, il n'y avait pas d'issue et qui, grâce à la prise en charge médicamenteuse, mais pas que, complète, aujourd'hui se sont sortis de leur état dépressif, ont réintégré leur vie professionnelle, ont une vie familiale épanouie et qui, se surveillent, prennent soin d'eux dans l'idée de ne pas rechuter, mais qui peuvent dire quand même qu'ils ont tourné cette page-là. Donc ça, c'est un mail que j'ai reçu d'une de mes patientes que je suivais il y a plusieurs années. Donc là, j'ai « Bonjour Dr Amiot, je rentre d'Égypte où j'ai fait un magnifique voyage. Le boulot se passe bien. J'avais l'habitude de prendre un anxio les jours où je travaillais. Je suis en train d'y remédier en n'en prenant pas de temps en temps. Lundi, par exemple, je n'en ai pas pris et mardi, un demi. Bref, je fais attention à ma santé. J'espère que vous allez bien. Cette patiente-là, je l'ai rencontrée à l'hôpital où elle a été hospitalisée via la police et les pompiers parce qu'elle était dans un état de décompensation délirante sur un trouble de l'humeur. C'est rare, mais ça existe. Elle lançait des choses par la fenêtre. Elle était complètement désorganisée et délirante. Maintenant, je suis en relation avec une aide ménagère privée. Elle m'a rendue très heureuse de voir mon appartement rutilant. C'est un vrai cadeau. Je m'en remets pas. Ma vaisselle est faite à la seconde depuis son passage. Très isolée, en rupture avec sa famille, ses amis. Donc elle est arrivée en situation de crise absolue à l'hôpital, absolument dans un déni de ce qui se passait et de la dangerosité de ce qui pouvait se passer. Et ça a été un gros travail pour pouvoir établir un lien de confiance, qu'elle puisse se livrer effectivement sur son ressenti. Bonjour Dr Amiot, j'espère que vous allez bien et que votre nouveau poste vous plaît. Je vais bien. On a traité la dépression, elle restait très très fragile, très anxieuse.
Elle n'arrivait pas du tout à réinvestir une vie sociale. Et puis, j'ai décidé de la suivre moi-même au CMP à la sortie de l'hospitalisation parce qu'elle me l'a demandé, parce que le lien de confiance était assez fort. Et donc, pendant des années, j'ai continué à la suivre. On a remis une pierre après une autre, reconstruire un peu l'édifice, nettoyer chez elle, être capable d'inviter quelqu'un, se remettre à sortir un petit peu, faire un peu de sport, réinvestir son métier. Quand je vois qu'elle fait des voyages, maintenant, je me dis qu'elle a quand même plus d'une corde à son arc aujourd'hui et qu'elle est capable de prendre soin d'elle et de continuer à avancer. Donc oui, c'est quand même un grand chemin qu'elle a parcouru. C'est une discipline qui touche beaucoup et il faut être prudent, d'avoir des espaces personnels, prendre de la distance, prendre du temps pour soi, pour débriefer à l'hôpital, avec les collègues, ça me semble important. J'ai organisé mon temps pour travailler parfois sur des grosses journées, c'est-à-dire 2 fois par semaine, je termine à 20h. Mais par contre, le mercredi, je suis plus sur les tâches administratives, en télétravail à la maison. C'est une organisation qui me permet de croiser un petit peu plus souvent mes enfants. On a la chance quand même à l'hôpital public d'avoir un certain nombre de jours de congés et je pense que c'est primordial de les prendre, même si aujourd'hui c'est difficile de pouvoir sortir des services. On est quand même dans une crise hospitalière que moi je n'ai jamais connue, la psychiatrie encore plus. La question de l'attractivité, de la fidélisation des soignants en psychiatrie, c'est une vraie préoccupation. On tourne à entre 30 et 50% de postes vacants. Donc, ce qui veut dire que ceux qui sont là sont réellement épuisés. Moi, je dis beaucoup, il faut prendre soin des soignants qui prennent soin des gens, parce que sinon, notre système va s'effondrer. Si je parlais aujourd'hui à la jeune médecin que j'étais, je crois que je dirais qu'elle ne va pas s'ennuyer. Qu'elle va avoir des vertes et des pas mûres, mais qu'elle va quand même prendre beaucoup de plaisir dans cette discipline, rencontrer des gens incroyables. On travaille avec des soignants engagés qui donnent de leur personne, qui donnent de leurs émotions et le chemin n'est pas toujours facile. On a des périodes de doute, de stress, d'épuisement. On a des vraies périodes d'épuisement, mais on fait des rencontres incroyables, devant et derrière le bureau. Voix de médecin est un podcast de WhatsApp Doc disponible 1 fois par mois partout où vous écoutez des podcasts. Si vous avez aimé l'épisode, partagez-le à vos proches et mettez-nous des étoiles. Le tournage, l'écriture et la réalisation ont été assurés par Margot Kefelec. Le directeur de la publication, c'est Mathieu Durand, la rédactrice en chef Alice Deschenaux et le rédacteur en chef adjoint Luc Angevert. Le générique est composé d'extraits du film Hippocrate réalisé par Thomas Lilti, du dessin animé Bugs Bunny et d'une archive de l'INA. À très vite.